Bonjour mes petits crocodiles. D'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité sonore du second épisode de 5e Plume avec Cédric Gras. En effet, tourner dans un café apporte de nouvelles contraintes auxquelles je n'étais pas préparé. Aussi, pour ce troisième épisode de 5e Plume, retour à la case départ, à savoir l'agence Maurice Immobilier Panthéon, 8 rue Claude Bernard, environnement que je maîtrise beaucoup mieux. Nous partons à la découverte d'un nouvel auteur du 5e arrondissement, à savoir Philippe Di Folco, où nous aborderons 3 de ses ouvrages, à savoir Le vrai conte de Monte Cristo, Les plus belles pages de la littérature gourmande et son dernier ouvrage écrit à 4 mains, Maudite demeure. Alors mes petits crocodiles, merci de me suivre, de suivre ce podcast 5e Plume et surtout merci de ne jamais cesser de lire. À bientôt. Alors, bienvenue dans 5e Plume, le podcast qui vous emmène à la rencontre des auteurs et autrices du 5e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, nous accueillons pour ce troisième épisode de 5e Plume Philippe Di Folco, auteur de fiction, scénariste, essayiste et directeur d'ouvrage et cofondateur de l'association des commerçants Heureux comme le 5. Pour rappel, comme à chaque rencontre avec les auteurs et autrices, je m'oblige à lire 2 ouvrages. Pour cette rencontre avec Philippe Di Folco, j'ai lu Le vrai conte de Monte Cristo aux éditions du Trésor, ainsi que La littérature gourmande de François Rabelais à Marcel Proust aux éditions Erol. D'abord, Philippe, encore une fois, merci de participer à ce podcast dédié aux auteurs et autrices du 5e arrondissement. Merci à vous. Alors avant de commencer cet entretien, je désire remercier Philippe Di Folco qui m'apporte une aide non négligeable à l'existence de ce podcast 5e Plume. De par ses amitiés dans le monde littéraire et son ancrage dans le 5e arrondissement, Philippe Di Folco promeut ce podcast et grâce à lui, j'ai l'occasion de rencontrer d'autres auteurs et autrices du 5e. Alors pour ça, un grand merci. Donc Philippe, parlons maintenant de vos ouvrages. Personnellement, j'ai relu Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas l'année dernière et j'y ai pris un plaisir certain. Alors, quand il a fallu choisir 2 livres dans votre biographie, le choix de votre livre Le vrai conte de Monte Cristo s'est naturellement imposé. Comment est née l'idée de ce livre ? En fait, ce livre, c'est tout simple. C'est Lorraine qui dirige les éditions du Trésor, une très très jolie maison d'édition, m'a contacté il y a quelques années pour me dire voilà, on lance une collection qui s'appelle Insulaire, et ce sont des petits récits autour d'îles, des îles. D'accord. Ça peut être n'importe quelle île, je crois qu'il y a plus de 5000 îles sur la planète, et j'ai tout de suite proposé Monte Cristo, qui se trouve au large de la Corse. Ouais. Donc en face de l'île d'Elbe. C'est cela, en face de l'île d'Elbe. Alors, voilà, l'idée s'est imposée comme cela. J'ai pas trouvé grand-chose sur cette île, et en remontant le temps, je suis tombé sur un récit d'Alexandre Dumas, où il raconte, on doit être vers 1832 ou quelque chose comme ça, qu'il fait le tour de l'île en bateau, qu'il n'y pose pas le pied, et qu'il s'en va. Et quelques mois plus tard, il va commencer l'histoire du conte de Monte Cristo. Voilà comment ça commence. D'accord, donc destin croisé. Destin croisé, mais en fait, il faut savoir qu'Alexandre Dumas n'a jamais posé les pieds sur ce morceau de caillou, dit-il, D'accord. Tout de même, qui a une belle histoire que je développe à travers les pages qui vont suivre. Mais quand je dis pourquoi l'idée de ce livre, puisque des îles, comme vous dites, donc oui. c'est donc une collection insulaire. Une collection insulaire. Voilà, mais des îles, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Vous auriez pu choisir l'île de Corse. Oui. Et c'est le côté littéraire de l'île, en fait, le fait que ce soit l'île de Monte Cristo qui fait que ce choix. Non, alors voilà, c'est justement pour ça que vous avez deviné pourquoi. C'est parce que moi, mon premier choc littéraire, c'est Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que j'avais lu, j'avais devais avoir 9 ans. J'ai lu les 2 tomes dans la bibliothèque verte. Je me souviens, j'ai encore mes livres. Je les ai encore, il y a marqué avec une écriture très maladroite,
ce livre appartient à Philippe. Il y a même mon numéro de téléphone de l'époque. Donc moi j'étais déjà, voilà. C'est mon premier choc littéraire, mes premières émotions littéraires viennent de ce roman. Et donc c'était aussi une façon de renvoyer la balle. D'accord, je comprends. Ouais. Je peux comprendre parce que moi aussi je l'ai relu l'an dernier et j'ai retrouvé en fait mon âme d'adolescence. Voilà, et c'est tellement bien écrit en plus, donc et il y a de tout entre la trahison, la vengeance, l'amour. Non, mais c'est un roman, on est d'accord, enfin vous serez d'accord avec moi Eric, c'est très ambigu quand même, parce que tout de même, quelque part, a-t-on raison de se venger? C'est un peu la question philosophique que pose quand même Monsieur Dumas, qui est une très lourde question. Voilà. À laquelle nous ne répondrons pas aujourd'hui. Alors, ainsi, le vrai comte de Monte Cristo serait donc, dans votre livre, un aristocrate anglais, George Graham Watson Taylor. Oui. Pourtant, en lisant votre livre, Philippe, le comte de Monte Cristo, ça aurait très bien pu être également le marquis Carlo Gianorici. Qu'en pensez-vous? De toute façon, c'est l'histoire des propriétaires de ce bout de caillou. C'est vrai qu'il y a plusieurs propriétaires entre eux, je n'ai pas commencé à le Moyen-Âge, mais enfin, à l'origine, il y a des moines, vous le savez, qui vont construire d'ailleurs il y a un monastère, tout à fait, qui tombe en ruine. Voilà. Ensuite, il y a différents aristocrates italiens, génois, enfin bon, bref. Et on termine effectivement avec cet aristocrate italien. Anglais oui, mais enfin, le nom que vous venez de citer, c'est... Ah oui, le dernier, excusez-moi, oui. Pour le marquis Carlo Gianorici. Ouais, voilà. Qui transforme l'île en une espèce de nightclub. Enfin, de nightclub pour les mondains de l'époque. C'est un peu Ibiza avant l'heure. Voilà. Oui, puisqu'il fait venir des bateaux entiers. Il fait construire la rade avec des gens livrés qui accueillent. Et puis il ne faut pas oublier que ça a été une colonie pénitentiaire tout de même. Il y a un lourd. Oui, c'est affreux. Là, on imagine les enfants malheureux emprisonnés et battus. Ouais. Ça, c'est un peu triste. Hein. Alors c'est vrai que tantôt cette île, tantôt Villa Royale, tantôt colonie pénitentiaire, tantôt garnison militaire également. Cette île de Monte Cristo garde sa magie jusqu'à même y découvrir un trésor, le trésor de Mamillion. Oui. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce trésor? C'est une histoire qui est récente en plus, je crois. C'est récent. Alors c'est une histoire dont ils ont cherché à restaurer le monastère. Bon, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont interdit la visite de cette île. Ils l'ont contingenté, ils en ont transformé. C'est une réserve naturelle désormais. Voilà. Et en faisant des réparations, en consolidant le monastère, ils ont trouvé sous l'autel, il y avait l'autel de la chapelle du monastère, ils ont trouvé des monnaies d'or. Voilà. Donc, ça arrive. Voilà. C'est ça. Évidemment, ça a fait grand bruit. Alors, ils ont caché la découverte, parce qu'en Italie, comme en France, il y a beaucoup de pillages. Donc voilà, ça a été un peu passé sous silence, mais voilà. Enfin, c'est un petit morceau de caillou qui contient beaucoup d'histoire. Voilà. Oui, 495 pièces d'or exactement, qui datent du 5e siècle, donc, qui valent une fortune aujourd'hui. Donc, pour les numismates, c'est le Graal, quoi. Ok, alors pour conclure sur le comte de Monte Cristo, actualité oblige, hein, puisqu'en 2024 un film est sorti. Qu'avez-vous pensé du film d'Alexandre de la Patelière avec Pierre Ninet? Écoutez, c'est un spectacle qui m'a plu. J'ai trouvé que Pierre Ninet avait gagné en maturité. Je salue sa performance. Maintenant, je suis nostalgique d'un Monte Cristo qui avait été tourné avec un acteur américain qui s'appelait américano-français qui s'appelait Louis Jourdan. Pour moi, c'est le plus beau Monte Cristo. C'est vrai que il a. Oui, j'ai revu en fait. J'ai revu puisque c'est un film qui date de 1961. J'ai revu des extraits de ce Comte de Monte Cristo et c'est vrai que j'ai un peu le même avis que vous, c'est-à-dire que sur ce film d'Alexandre de la Patelière, je reste un peu sur ma faim, dans le sens que à l'image du livre qui est en 2 tomes, j'aurais fait comme à l'époque en 61, en deux parties.
Voilà. Une partie sur la trahison d'Edmond de Montès et une partie sur la vengeance du comte de Monte Cristo. Voilà, j'aurais plutôt fait les choses comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait, sauf erreur, pour les Trois Mousquetaires. On a une partition, on a les suites qui arrivent là. Il est dit que, je ne sais pas pourquoi ils ont essayé de tout ramener à le film du bon temps, enfin tout de même. Bon, voilà. C'est un petit regret qu'on peut formuler, oui. Parfait. Alors, abordons désormais, Philippe, le second livre que j'ai lu, à savoir la littérature gourmande de François Rabelais à Marcel Proust. Donc, pour situer un peu l'époque pour nos auditeurs et auditrices, c'est 1494 à 1922. Alors, cette anthologie est comme un dictionnaire, et en matière de dictionnaire, vous en avez écrit plusieurs, Philippe. Je veux parler notamment du dictionnaire de la pornographie en 2005, qui a eu un vrai succès. Un dictionnaire de la mort en 2010. Un dictionnaire des mafias et du crime organisé en 2021. Alors, question, pourquoi cet attrait pour les dictionnaires? Une question qu'on me pose souvent, enfin qu'on m'a posée par le passé souvent. Alors, moi, j'ai deux réponses à formuler. D'abord, j'ai vraiment grandi dans une chambre d'enfants où il n'y avait que des dictionnaires. Alors pourquoi? C'est comme ça, c'est des ouvrages assez gros et on les avait mis dans ma chambre. Et je pense que ça m'a un peu traumatisé ou marqué, en tout cas. Non, la deuxième raison est la plus sérieuse. J'ai fait pas mal d'études littéraires à un moment, j'ai repris des études, etc., avant de passer à la publication d'ouvrages, et j'ai porté mon intérêt sur le siècle des Lumières, et notamment sur Denis Diderot, et j'ai travaillé un peu sur l'encyclopédie. Voilà, j'ai trouvé cet ouvrage très très intéressant. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas faire des dictionnaires sur des thèmes, des domaines peu fréquentables. Par exemple, la pornographie n'avait jamais été mise en dictionnaire à l'époque. Et puis la mort, c'est un peu le tabou. Alors je me suis dit, tiens, on va proposer ça aux éditions Larousse. Et les éditions Larousse, à l'époque, ont accueilli le projet avec des cris d'enthousiasme. Voilà. Alors, sûrement que d'un dictionnaire à un autre, le temps de le constituer prend du temps, mais oui. En gros, un dictionnaire comme par exemple le dictionnaire de la pornographie en 2005, ça prend combien de temps à réaliser un tel dictionnaire? Oui, je comprends la question. Parce que c'est large comme sujet. Ça dépend, oui. Alors, la pornographie, c'est un sujet très précis et en même temps très flou. C'est un sujet qui vous échappe. Mais je peux vous dire que le projet a été signé en 2001, il me semble, oui, 2001. C'était juste après le 11 septembre d'ailleurs, et qu'on l'a fait paraître en octobre 2005. Donc ça a pris quasiment 4 ans. Oui, on a été 100 contributeurs, il y a eu un comité scientifique, je mets directeur Philippe Divolon, enfin bon, j'ai été entouré merveilleusement par une centaine de chercheurs, et non des moindres, voilà, on travaille. Ce qui est beau avec un dictionnaire, enfin comme je le conçois moi, c'est qu'on n'est jamais seul, et ça ressemble un peu d'ailleurs au processus d'élaboration d'un film. Parce qu'après je suis devenu scénariste de film et je vois que le film c'est du collectif, c'est un travail en famille. Oui, pour ceux qui vont lire un peu votre biographie, c'est vrai que vous avez une actualité dense, hein, puisque vous êtes écrivain, scénariste aussi, donc ok. Ce livre, alors, la littérature gourmande, pour moi, je l'ai pris comme un livre de cuisine. Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que on l'ouvre pour s'ouvrir l'appétit. L'appétit des mots, donc l'appétit des saveurs, le plaisir de la table et des sens. Et alors, pour nous mettre en appétit, Philippe, je vous propose, puisque une des tirades les plus célèbres, notamment jouée dans le film de Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, c'est cette tirade de Cyprien Ragueneau. Et ce que je vous propose, Philippe, c'est de nous en faire une lecture. Ah, d'accord. Ouais. Donc ça commence, vous êtes page 185, c'est pas long, hein, et juste la page de derrière. D'accord. Voilà. Je lis mon propre... Voilà. Alors, c'est pas ma plume. Hein. Je sais, mais donnez-nous envie, ouvrez-nous l'appétit. Alors c'est un texte qui se trouve dans l'édition d'Edmond Rostand, évidemment, Cyrano de Bergerac, acte 2, scène 4. Alors Ragueneau, comment on fait les tartelettes Amandine? Eh bien, battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs. Incorporez à leur mousse un jus de cédrat choisi. Versez-y un bon lait d'amande douce.
Mettez de la pâte à flan dans le flan, de moule à tartelette, d'un doigt preste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelette votre mousse en s'épuis, puis que s'épuis passe au four et blondine sortent en guet troupelet. Ce sont les tartelettes amandines. Voilà. Parfait, merci pour cette lecture. C'est la recette. Alors pour le coup, je l'ai testé. C'est la vraie recette, recette, ça fonctionne. Alors il manque quelques détails, mais bon, c'est très bon une tartelette amandine. Donc je propose aux auditeurs et auditrices de retrouver quelques textes qui sont plutôt gourmands, puisque... Pour l'anecdote, Eric, je vous dis simplement que j'ai testé une des premières recettes du recueil, Oui, qui est un pot-au-feu façon Moyen-Âge. oui. Et je continue à le faire, ça a beaucoup de succès auprès de mes proches. C'est un pot-au-feu tout simplement qui n'a pas de légumes du monde nouveau. C'est-à-dire il n'y a pas de pommes de terre, il n'y a pas de maïs, enfin, bref, il y a tous les légumes qui nous viennent Bon, des mondes ce que j'entends, Philippe, c'est que vous me faites une invitation à un pot-au-feu. Invitation que j'accepte volontiers. Alors, abordons votre actualité. Vous sortez donc un nouveau livre et coécrit avec Bertrand Pavlik qui s'intitule alors qui est avocat, ça je l'apprends, en droit immobilier je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. En droit immobilier. Un livre qui s'intitule Maudite demeure. Oui. Aux éditions du Rocher. Pouvez-vous nous en parler, Philippe? Oui, bien sûr, c'est un ouvrage qui est. C'est le deuxième ouvrage que j'ai écrit à quatre mains. C'est très agréable d'écrire un livre à quatre mains. On appelle livre à quatre mains un livre qu'on coécrit avec quelqu'un parce que, voilà, là, c'est un avocat qui s'appelle Bertrand Pavlik, donc, et qui est un très bon ami, et on passe notre temps, entre autres, à se balader dans les librairies. On aime beaucoup fureter. Et on s'est rendu compte un jour qu'il n'y avait pas de livre portant sur des affaires immobilières pour le tout venant. Il y avait des bouquins, vous savez, chez Dalloz. Oui, en droit immobilier. 3000 pages, mais à part ça, il n'y avait rien. Et Bertrand m'a raconté, il exerce depuis 25 ans, il m'a dit, tu sais, il y a des histoires extraordinaires. Bon, et ça. Et je lui ai dit, mais faisons un recueil. C'était il y a un an, plus d'un an, et ben voilà, et c'est né comme ça. Alors ce sont 15 histoires, si vous voulez, qui ont l'air invraisemblables. Et pourtant, tout est garanti authentique, à part certains noms qu'on a dû changer, pour des questions que vous imaginez bien, de vie privée, respect, etc. Mais c'est des histoires qui vous empêchent de dormir. C'est-à-dire qu'il y a des histoires de... Alors le principe, c'est que vous achetez un appartement, vous êtes tout content, vous achetez une maison, vous êtes tout content, et en fait... Donc vous achetez également les vices cachés. C'est ça. Je vois que vous connaissez bien le sujet. Les vices cachés, mais aussi une invasion de bestioles, par exemple, de termites, de guêpes, de frelons asiatiques, de choses comme ça. Oui. Vous avez des histoires aussi d'inondations, enfin les intempéries, bref. Et puis il y a des histoires de voisinage. Et puis il y a des histoires aussi, ce qu'on appelle les esprits des lieux. C'est-à-dire, en fait, vous le savez bien, les maisons ont une âme. À une histoire, à une âme, à un esprit. Donc. Et parfois, il y a des gens superstitieux qui ont un peu de mal à dormir la nuit quand on leur dit « Ah, vous savez, je sais pas, comme la première histoire du recueil, Monsieur Landru a habité cette maison. Vous n'auriez pas pu le dire. » Voilà. Bon, voilà. Enfin, ça a l'air comique, mais en fait, il y a une... déjà, ce sont de vraies histoires, donc, du coup. Oui. Du coup, moi, ça va d'autant plus m'intéresser puisque, chers auditeurs, auditrices, vous le savez, mon activité principale est d'être agent immobilier, donc forcément, je vais être intéressé par ce livre. Eh bien, j'invite aux éditeurs donc, à le découvrir en l'achetant donc, aux éditions Rocher. Merci. Cet entretien, Philippe, se termine. Ça s'est bien passé? Oui, c'est très agréable. Une bonne condition. Merci infiniment, Philippe, d'avoir partagé avec nous votre passion des mots. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube 5e Plume, à partager et à nous suivre pour découvrir d'autres auteurs et autrices passionnants. Voilà. Au revoir. Au revoir.
Retrouvons-nous sur 5e Plume dans le prochain épisode avec Renaud Santa Maria, écrivain, journaliste, directeur de rédaction et présentateur d'émissions télévisuelles. Nous aborderons avec Renaud Santa Maria son livre Le malheur sera ta chance, paru en 2015 aux éditions Belfond.